Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il y a des hommes dont la vie est une équation résolue par la poésie. Pour mon invité, tout commence à El Jadida où le monde se dessine d'abord à travers les bancs de l'école Charcot et l'excellence du lycée Lyautey. Destin de bâtisseur, il dompte d'abord la rigueur des classes préparatoires. Brillant mathématicien, il gravit les échelons de la certitude jusqu'à diriger à seulement 26 ans la plus grande mine de phosphate du monde au cœur de l'OCP. Alors que le succès lui tendait les bras, du cœur de l'OCP jusqu'aux confins de l'Asie, il a osé le geste le plus rare, celui de la page blanche. Il a choisi le plus beau des vertiges, la rupture. Il quitte le confort des certitudes pour embrasser le doute créateur. De l'économie aux sciences de l'environnement, il finit par trouver sa véritable demeure dans le verbe. Ingénieur des âmes et architecte de l'ironie, il nous apprend que l'on peut diriger des géants industriels et garder la légèreté d'un conteur. Aujourd'hui, son œuvre est une passerelle entre Ben Guerir et Paris, couronnée par de nombreuses distinctions du prix Goncourt à la grande médaille de francophonie. Fouad Laoui, on vous présente plus. Bonjour à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, mais je dois dire que c'est une présentation assez particulière parce qu'elle est très factuelle, tout ce que vous dites est vrai. En même temps, elle est très poétique. On essaie de combiner un petit peu les deux. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une présentation qui vous incarne ou qui suit un petit peu votre parcours. Merci. Donc, vous êtes né de l'union entre Azmour et Souera, donc votre papa et votre maman, pour grandir ensuite à El Jadida. Parlez-nous un petit peu de votre enfance, de l'odeur, l'image, la lumière que vous en avez gardée. Il y a une chose. Bon, d'abord, vous avez dit que mon père était d'Azmour et ma mère de Souera, ce qui est tout à fait vrai. Cette double appartenance qui me permet d'ailleurs de dire à mon ami André Azoulay, Souera c'est ta ville, c'est aussi un peu la mienne d'une certaine façon. Et puis être né entre Azmour avec un père d'Oukaili, d'Azmour, et probablement même d'origine rifène, parce que leur aéroport s'appelle l'Aroui en fait, et d'une mère Soueri, ça fait plusieurs aspects du Maroc que je connais depuis mon enfance. Et pour ce qui est de l'enfant, je dirais qu'en un seul mot, c'est l'Atlantique. C'est que j'ai grandi à Jdida et toutes les vacances, on les passait au bord de la mer. Et j'en ai gardé un amour profond de l'Atlantique, ce qui fait que je ne peux même pas imaginer vivre ailleurs. J'ai des amis à Marrakech qui me pressent de m'installer à Marrakech. Je leur dis, je viendrai vous voir de temps à autre. Mais pour moi, vivre au Maroc, c'est vivre le long de l'océan Atlantique. Tout à fait. Je comprends en tout cas ce retour aux sources, cet ancrage dans ses racines également. Donc si on devait choisir une odeur, une image, une lumière de cette enfance pour vous définir en tant que l'homme que vous êtes aujourd'hui. C'est une enfance assez simple parce que je viens d'une famille assez simple. Mon père travaillait à la poste, ma mère élevait ses enfants, elle a eu 8 enfants. Et c'est une enfance très studieuse. Donc j'étais à l'école, d'abord j'étais à l'école Honoré de Balzac à Kénitra d'ailleurs. Curieusement, j'ai passé la maternelle et le CP et le C1 là-bas. Et ensuite on est allé à Jdida à l'école Charcot, donc enfance studieuse à l'école. Et en même temps, la famille dans un quartier populaire. Le quartier de Jdida, les gens qui connaissent Jdida connaissent peut-être, c'est le quartier de Boucheret. Et donc, déjà, je trouve ça amusant. À l'époque, je ne comprenais pas d'ailleurs cette espèce d'opposition, de dichotomie. J'habitais dans un quartier populaire, Boucheret, et puis avec ma petite sœur, avec ma sœur plutôt et mon frère, on marchait vers l'école française qui se trouvait sur le plateau. Et donc, je faisais chaque jour des allers-retours entre le peuple, d'une certaine façon, avec certaines senteurs, certaines odeurs, très agréables d'ailleurs, c'est le peuple marocain d'une certaine façon, et puis j'entrais à Charcot, et je pense même qu'il y a une question d'extraterritorialité, c'est-à-dire on allait en France. Et à l'époque, Charcot, c'est différent, parce que je l'ai vu dernièrement, je suis allé à l'école Charcot, qui est devenue aussi un collège et un lycée, mais c'est différent. Quand j'étais à l'école Charcot, il y a quelques décennies, c'était un morceau de France, c'est-à-dire tous les profs étaient français, et il y avait aussi beaucoup de petits garçons, de petites filles qui étaient français. Donc, faire des allers-retours entre le quartier populaire et la France, parce que je pense que c'est vraiment, il y avait une question d'extraterritorialité, c'est assez formateur. Ça veut dire qu'on est entre deux mondes et que ce trajet, c'est une espèce de pont. Et curieusement, après, j'ai fait les ponts et chaussées à Paris. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si c'est prédestination. C'était prédestiné peut-être. Mais plus important que ça, c'est que j'ai toujours essayé, je m'efforce encore aujourd'hui,
d'être une espèce de pont entre plusieurs cultures, en ce sens que j'aime bien les deux. J'aime beaucoup la culture de mon pays, qui reste évidemment bien entendu le Maroc, et j'aime bien la culture française par ses auteurs, par ses idées du siècle des Lumières. Donc voilà, c'est ça un peu mon enfance. C'est ça un peu. Toujours donc dans cet entre-deux. Après Jarko, vous avez été au lycée Lyautey, ce qui a certainement inspiré également l'un de vos livres les plus connus, Une année chez les Français. Chez les Français, tout à fait. Alors curieusement, ce livre, Une année chez les Français, beaucoup de gens s'imaginent que c'est mon premier roman. En fait, c'est mon 6e livre. Les 5 premiers ont eu ce qu'on appelle un succès d'estime. Mais n'ont pas été des best-sellers. En revanche, Une année chez les Français, à mon grand étonnement d'ailleurs, a été un best-seller qui était en lice d'ailleurs pour le prix Goncourt, qui a eu 6 ou 7 prix littéraires. Et en réalité, ce n'est pas seulement des Marocains qui l'ont lu, c'est beaucoup de Français aussi qui l'ont lu parce qu'ils reconnaissaient aussi une partie de leur enfance, puisqu'ils parlent d'un petit garçon qui arrive à l'internat du lycée Lyautey, à un âge vraiment tendre. Il arrive à 10 ans en fait, là-bas, et ça décrit cette première année avec beaucoup de tendresse en fait, mais au départ avec ce petit garçon qui vient d'un quartier populaire marocain, qui se retrouve à l'internat du lycée Lyautey dans un monde qui lui semble vraiment étrange. Et petit à petit, c'est comme le Petit Prince de Saint-Exupéry avec le renard, c'est-à-dire il s'apprivoise, c'est-à-dire ce petit garçon, il apprivoise les Français et eux, ils l'apprivoisent. Et finalement, c'est assez optimiste. C'est vrai que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, justement peut-être pour cela. Vous êtes certainement inspiré aussi de votre propre expérience ou de ce propre regard dont vous parliez tout à l'heure, cet entre-deux que vous observiez déjà très jeune entre donc, le quartier populaire et puis l'école qui était la France. Qui était la France. Et à l'époque, c'était très tranché. C'était vraiment le quartier populaire, la France. C'est un peu différent peut-être maintenant. Mais dès le départ, effectivement, il y avait comme ça les deux. Il m'a fallu du temps pour me sentir à l'aise dans les deux. Au départ, j'étais à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre de ces mondes, d'une certaine façon, puisque je quittais le monde du quartier populaire pour entrer dans un monde plus moderne, d'une certaine façon, avec des idées totalement différentes. Donc il y avait ma grand-mère qui vivait d'ailleurs avec nous à Jdida, ma grand-mère, et il y avait le proviseur ou les professeurs du lycée français. Donc il y avait réellement deux mondes qui s'affrontaient. Et il faut du temps pour s'apercevoir que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le meilleur de chacun des deux mondes. Tout et quand on a cette chance, il vaut mieux la saisir. C'est ce que vous avez certainement fait, par votre expérience. En tout cas, avant d'aller un petit peu plus loin, avant d'aller à Paris, parler des études supérieures, parler des mathématiques et de votre parcours d'ingénieur, on va rester sur votre famille. Donc vous me disiez tout à l'heure, vous êtes une grande famille, 8 frères et sœurs. Oui, on est 5 frères et 3 sœurs. Une photo qui incarne un petit peu cette belle famille à la plage. Je suis à l'extrême gauche de cette photo. Je suis le petit garçon qui est quasiment dévoré par les rochers. Et ce qui est intéressant, alors là, il y a ma mère, quelque part, avec un foulard sur les cheveux, et le reste, c'est un peu la famille, la rouille de mon enfance. Mais j'aime bien cette photo parce qu'elle montre mes sœurs en bikini, en fait. Et c'est une époque où, je dirais presque une époque d'innocence, où il était tout à fait normal d'être garçon et fille mêlés pendant 2 mois sur la plage à Jdida. Les filles en bikini, ça dérangeait personne. On passait toute la journée à jouer aux cartes, à se baigner tous ensemble, à jouer au volleyball, à jouer très mal, je dirais, au volleyball, mais à s'amuser quand même. Et quand je regarde cette photo, j'ai l'impression que c'est un monde qui a quand même un peu disparu et quelque part, ça me désole. Mais bon, c'est peut-être le cas de toutes les photos d'enfance. On a l'impression que c'est un paradis perdu, comme le veut la formule. Tout à fait. Là aussi. Là, il y a aussi des amis de Marrakech, parce qu'on était très liés avec une famille de Marrakech. Les Dedouchi, c'était leur nom. Et donc, c'était pendant les 2 mois d'été, on était un peu ensemble. Là, je sais même... Oui, je suis le petit garçon là-bas qui est en train de regarder peut-être un petit poisson. C'est peut-être déjà l'intérêt scientifique qui est en train de regarder. Ben, après, il y a mes 2 sœurs derrière et mon grand frère qui est là au premier plan. Il y a mes 2 petits frères qui sont là. C'est très curieux parce que là, c'est
la plage de Jdida, mais celui de gauche habite à Cannes, en France, où il fait une belle carrière, et celui de droite habite à Strasbourg. Ça doit être des adultes aujourd'hui, Oh, c'est des adultes, effectivement. oui, un bon moment. J'en doute pas. En tout cas, j'imagine que grandir dans cet environnement familial, avec autant de frères et sœurs, Ça aussi, oui. ça permet de se construire également, j'imagine. Oui, parce que bon, il y a aussi peut-être aussi une petite rivalité et chacun essaie d'être un peu meilleur que les autres, en particulier à l'école. On avait tous de bons résultats en réalité, mais il y avait cette petite rivalité et en même temps c'est une famille. C'est une famille, donc là il y a mes sœurs, il y a mes frères, voilà. Donc un peu plus tard, Paris, mathématiques, maths sup, enfin pour le bac, 26 ans, vous dirigez la plus grande mine de phosphate du monde, je le disais tout à l'heure, c'est à l'OCP. Une réussite, donc une trajectoire qui semble avoir déjà une prédestinée qui est plutôt scientifique, en tout cas, en apparence. Oui, alors je me suis retrouvé en maths sup, maths spé sur l'insistance de mon prof de maths, en fait, de terminale au lycée Lyoté. Il s'appelait Monsieur Pizzagalli. Et moi, je voulais faire des études d'histoire, de philosophie, de lettres, des choses comme ça. Il m'a dit, pas du tout, Monsieur Laroui, vous êtes un petit imbécile si vous gâchez ce talent de mathématicien. Il a vraiment dit comme ça. Et je me suis retrouvé en maths sup et je ne l'ai pas regretté d'ailleurs parce que j'ai fait maths sup, maths spé, puis les ponts. Et encore aujourd'hui, je suis passionné de sciences, de maths, d'astrophysique. Et j'ai écrit un livre, un essai qui s'appelle Dieu, les mathématiques, la folie, où j'ai étudié très grands mathématiciens et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils étaient un peu étranges ou bizarres. Donc cet aspect scientifique, je ne le renie pas. C'est quelque chose de très important pour moi. Et d'ailleurs, si j'ai vraiment, je dirais presque un combat idéologique à mener, c'est de faire du Maroc un pays scientifique, c'est-à-dire où la science est réellement au cœur du débat, au lieu de se perdre dans des discussions stériles sur la métaphysique, sur des choses qui n'ont aucun intérêt en fait et qui sont des spéculations comme ça. J'aimerais réellement que ce pays devienne sur le modèle de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour, des pays où la science est quelque chose de fondamental. Et donc je ne regrette pas du tout ce passé de mathématicien, mais j'ai toujours eu aussi beaucoup d'attirance pour les lettres. J'adorais lire. La littérature, pour moi, c'est la grande consolation, finalement. Et donc, j'ai fini par partir du Maroc. Alors, je faisais une excellente carrière à l'OCP. En 26 ans, je dirigeais la mine à Khribga, une très grande mine. Mais j'ai voulu partir parce que j'avais l'impression que, tout en faisant une très belle carrière, j'étais en train de régresser, en ce sens que je ne lisais plus. Je n'avais plus le temps de lire. En plus, j'avais des velléités d'écrire. Et donc, je me suis dit, c'est le moment. Je crois que j'avais 28, 29 ans. Et je me dis, soit je pars, soit je reste. Et donc, ma carrière est toute tracée, belle carrière. Soit je romps tout et je pourrais me consacrer à autre chose, sciences humaines, mais surtout à la littérature et les lettres. Et donc, j'ai choisi la rupture, ce qui n'était pas... Au fond, rupture, voilà. Ce que vous disiez, vous aviez une très belle formule tout à l'heure, le vertige. Il a choisi le plus beau des vertiges, donc la rupture. C'est un poème, le plus beau des vertiges, la rupture, c'est très beau, c'est une très belle expression. À vrai dire, j'étais dans des circonstances assez favorables, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfants, c'est très difficile quand on est marié et on a des enfants de faire une rupture. Il y a quelqu'un qui l'a fait, hein, c'est le peintre Gauguin, qui était marié, qui avait 5 enfants, et qui avait une très belle carrière d'agent de change, il gagnait beaucoup d'argent, et puis un jour il a rompu d'un seul coup, et il a disparu pour être peintre. Il a crevé de faim, mais c'est devenu le grand Gauguin. Il y a des gens qui ont fait des choix beaucoup plus douloureux. Dans mon cas, ce n'était pas très douloureux. Je suis parti, c'était incompréhensible pour beaucoup de gens, en particulier pour ma famille. Mais qu'est-ce qui a créé le déclic quand même ? Parce que ce n'est pas un choix facile. Ce n'est pas un choix facile, le déclic. Bon, d'abord, il y a une atmosphère générale. Le Maroc dont je parle est un Maroc qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Le Maroc des années 90, parfois on avait l'impression d'étouffer un peu. Je dois le dire. Je donne un petit exemple qui vaut ce qu'il vaut. Moi, j'aimais bien lire le journal Le Monde. Et un peu moins maintenant. Mais j'aimais bien lire le journal Le Monde, mais parfois j'allais le chercher à Khribga, par exemple, où je dirigeais la mine de phosphate. Et le seul kiosquier qui en avait
il me disait Maître Hulch, il n'est pas entré, c'est-à-dire que souvent il était censuré. Donc c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc à un certain moment, je dirais pas que c'est le déclic. Il y avait ça, et puis le déclic, je pense, c'est qu'un jour, je me suis aperçu que j'avais passé, je pense, toute une semaine ou 2 semaines sans rien lire. Sans lire ni même un petit poème, ni une page d'un grand auteur, je sais pas, Voltaire, Flaubert, enfin, rien. J'avais passé une semaine à faire l'ingénieur, comme diraient les Italiens, faire l'ingénieur. J'ai passé une semaine, mais c'est passionnant d'être ingénieur, de diriger une mine. Tous les jours, il y a des choses différentes, et puis c'est aussi un métier où on dirige des hommes. Moi, j'avais 400 ouvriers, j'avais 80 agents de maîtrise, j'avais 5 ingénieurs. Donc, c'est un métier complet. C'est un métier complet, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas cet aspect, l'art, la culture, des choses qu'on croit être superflues. C'était trop droit, trop carré, c'était ça, trop structuré. C'était ça. Le superflu, l'étincelle de folie, la poésie, il n'y avait pas ça. Et donc je me suis dit, c'était peut-être le déclic, c'est le jour où je suis aperçu que j'avais passé quand même beaucoup de temps sans avoir eu le temps ni l'énergie de lire quoi que ce soit. Et je me suis dit, c'est le moment de faire autre chose, et donc je suis parti. Qu'est-ce qu'on ressent justement le jour d'après, le lendemain de cette décision, quand on quitte un destin qui semblait déjà tracé pour nous? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a des moments de doute? Est-ce qu'il y a... C'est curieux parce que je vais parler de 2 expériences qui sont différentes. Je ne vais pas me comparer à Miller, qui est vraiment un géant des lettres, mais la mienne, j'ai ressenti beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire le jour d'après, donc je suis entré chez quelqu'un que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui était notre directeur commercial, M. Xix, mais j'aimais beaucoup cet homme-là, qui avait une grande valeur humaine. Quand je lui ai remis ma démission, j'ai vu dans son regard qu'il était presque désemparé. Incompréhension totale. Totale, et presque une façon presque paternelle d'être désemparé. Il me dit, mais pourquoi? Et je suis parti, et j'ai ressenti une profonde angoisse. En revanche, Miller, lui, était aux États-Unis, travaillait dans une compagnie d'assurance, si je me souviens bien. Et à un certain moment, il laisse tout tomber, il vient à Paris, et il a écrit un livre qui s'appelle Jour tranquille à Clichy. Il habitait à Clichy, et il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup frappé. Il disait, mais voilà, je suis à Clichy, je marche dans les rues de Clichy, donc c'est au nord de Paris, et je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, jamais je n'ai été aussi heureux. D'accord. Mais c'est pas moi, ça c'est Miller, c'est pas moi. Et donc on peut ressentir. C'est une phrase qui vous a marqué quand même. Oui, ça m'a frappé parce qu'elle explique quelque chose. Elle dit quelque chose. Elle dit qu'on peut être à la fois angoissé et en même temps avoir un grand sentiment de libération quand on prend une décision radicale. Et on peut prendre des décisions radicales tous les jours. Chacun de nous peut le faire. C'est un peu la responsabilité dont parlait Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire, il dit la liberté dont parlait Jean-Paul Sartre, c'est qu'à chaque instant de notre vie, nous ne sommes pas prisonniers de notre situation. Et dire, ah non, je ne peux pas changer les choses parce que ceci, parce que cela. Et Sartre disait, non, mais ça, c'est la peur de la liberté. On peut toujours prendre des décisions radicales, c'est même la définition de la liberté humaine. Mais cette liberté s'accompagne soit d'angoisse une fois qu'on a sauté le pas, soit d'une angoisse profonde, ce qui avait été mon cas. Les premiers jours, quand j'ai déposé ma démission, je suis retourné en Europe, soit dans le cas de Henry Miller, d'une espèce d'exaltation, d'euphorie, exactement, une espèce d'euphorie, d'exaltation, en disant je n'ai rien, je n'ai pas de bouche, je n'ai pas d'argent, il marche dans les rues de Clichy. Jamais j'ai été aussi heureux. Donc là, vous avez tout réorienté, études d'économie, environnement. Oui. Et à quel moment il y a eu ce moment où vous avez écrit le premier livre? Qu'est-ce qu'il a symbolisé pour vous? Comment c'est venu? Alors, c'est très curieux, parce qu'effectivement, en plus, je suis reparti en Europe, etc., mais je n'ai pas versé tout de suite dans la littérature et la dèche, comme Miller, comme Henry Miller, etc. Non, j'ai décidé d'abord de reprendre mes études, très curieusement. Alors, j'avais déjà une carrière derrière moi, et j'ai recommencé à zéro. Et je suis allé jusqu'au doctorat en sciences économiques que j'ai obtenu à l'École des mines de Paris. Ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que mon directeur de thèse, Pierre-Noël Giraud, je l'ai présenté à des gens très intéressants ici au Maroc, et finalement il est devenu professeur ici, au Maroc,
de sciences économiques. C'est un Incroyable. très bon, c'est un ingénieur, c'est un polytechnicien, ingénieur des mines, et un très bon économiste. Donc maintenant, c'est lui qui me dit merci Fouad. Grâce à toi, j'ai découvert ce pays formidable qui est le Maroc. Mais à l'époque, c'est moi qui étais allé vers Pierre Giraud et je lui ai dit je veux faire un doctorat. Donc j'ai passé d'abord les étapes, le DEA, etc. Mais avec quelle optique à ce moment-là? Alors mon optique était très curieuse. C'était une volonté de comprendre le monde. Et je m'étais dit que la bonne façon de comprendre le monde, c'était d'étudier l'économie. Parce que finalement, c'est l'économie qui tient le monde. Mais surtout la conception française de l'économie. C'est-à-dire l'économie pour les Français, elle inclut la sociologie, l'anthropologie, les choses comme ça. C'est ensuite que j'ai découvert que dans le monde anglo-saxon, parce que j'ai passé 3 ans en Angleterre, j'étais à Cambridge, puis à York, pour eux, non. L'économie, c'est juste du calcul, optimisation sous contrainte, c'est différent. Pour les Français, pour l'école française d'économie, l'économie, ça veut dire à la fois l'économie, mais l'histoire économique, la sociologie, l'anthropologie. Et donc, c'était une façon de comprendre le monde. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'économie. Et encore aujourd'hui, ma passion, chaque fois que je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je regarde un peu ce qui s'est passé dans le monde, mais pas simplement du point de vue politique ou diplomatique, mais aussi les découvertes scientifiques, les choses comme ça. C'est une espèce de passion et j'essaie de transmettre d'ailleurs cette passion à mes étudiants de l'UM6P. J'ai la chance d'enseigner dans une superbe université d'excellence, vraiment superbe, et avec des étudiants très bien sélectionnés. Ce que j'essaie de leur transmettre, c'est la passion de comprendre le monde et de comprendre le monde en particulier par la science. Et donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai commencé d'abord par faire ma thèse d'économie. Ensuite, je me suis dit, maintenant, il faut que j'écrive. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis que j'étais tout petit, en fait, depuis que j'avais 8 ans. Mais je me suis dit, maintenant, il faut que j'écrive. Pourquoi maintenant? Parce que je me suis dit, c'est le moment d'expliquer pourquoi j'ai quitté l'OCP. Pourquoi? Et donc, j'ai commencé à me souvenir de ce qui s'était passé pendant les années où je dirigeais la mine, ou avant, j'étais ingénieur de production dans une autre mine qui s'appelle Seddaoui. Et donc, j'ai pris des anecdotes, je les ai rassemblé, j'en ai fait mon premier roman qui s'appelait Les Dents, qui s'appelle toujours Les Dents du topographe. Et je l'ai envoyé par la poste à 5 éditeurs français. Et j'ai eu cette chance extraordinaire, et je mesure le fait que j'ai eu vraiment une chance inouïe d'une certaine façon, c'est qu'un manuscrit arrivé par la poste a été immédiatement, au bout de 2 semaines, j'ai eu un coup de fil de Robert Laffont, Julliard, qui m'ont dit on veut publier ce livre. Et je me suis retrouvé écrivain publié, ce qui est effectivement quelque chose d'extraordinaire. On se sent écrivain après avoir publié le premier livre? Alors, c'est marrant ce que vous dites parce qu'il y a plusieurs théories. Le grand V.S. Naipaul, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2001, je crois, disait que quand il a publié son premier livre, il s'est dit « je serai écrivain si j'en publie 3 ». Et quand il a publié le 3e, il a dit « je serai écrivain quand je serai au 6 ». Alors, au début, j'ai fait un peu le même raisonnement. Entre-temps, j'ai écrit 48 livres, donc ça va. Je crois que je peux me considérer comme écrivain. En tout cas, beaucoup d'humour dans vos écrits. Ça, je ne fais pas exprès. Hein. Est-ce que c'est important? C'est un moyen de faire passer des messages? C'est un moyen de dénoncer aussi? Deux choses. Premièrement, c'est un moyen de faire... Mais ça, c'est la leçon de Voltaire. C'est Voltaire qui a inventé le conte philosophique. On dit inventé dans les langues européennes parce que le conte philosophique existait déjà chez les Arabes presque 1000 ans avant Voltaire. Mais Voltaire a bien expliqué ce que c'est qu'un conte philosophique. On raconte une histoire, on essaie de faire rire le lecteur, au moins de le faire sourire. Donc on gagne le lecteur et on passe un message. Ça, c'est le conte philosophique à la Voltaire. Et pour moi, c'est un modèle, c'est le modèle en fait d'écriture. Et j'ai eu la chance de découvrir que, tout en étant particulièrement sinistre dans la vie quotidienne, quand je prenais le stylo, parce que j'écrivais au départ avec un stylo, ce qui venait était chargé d'ironie, mais je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Ça venait naturellement. Ça venait naturellement. D'ailleurs, mon oncle, le fameux historien Abdallah Laroui, il a rencontré mon éditeur français Bernard Barrault un jour au Salon du Livre en je ne sais plus quelle année. J'ai présenté Abdallah Laroui et Bernard Barrault. Et la première chose que mon oncle a dit à Bernard Barrault, mon éditeur, c'est ben, je ne comprends pas pourquoi mon neveu a de l'humour, parce que nous, les Laroui, nous n'avons pas d'humour. Eh ben voilà, il fallait bien qu'il y en ait un. Une brebis galeuse. Et puis, il y a eu donc de nombreuses distinctions, prix Goncourt, je le disais tout à l'heure, la médaille de l'Académie française. Quand on est distingué, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est une consécration? Quel est le premier sentiment que vous avez à ce moment-là? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Le premier sentiment, c'est d'abord une sorte
d'émotion en me disant que, par exemple, mon père, que j'ai perdu très jeune, il avait, je crois, 9 ou 10 ans, n'aura pas vu ça. Donc, quelque part, ça me touche. J'aurais bien aimé que mon père ait vu ça. Et ensuite, il y a ce sentiment de se dire « Ouf, j'ai eu raison ». Cette fameuse rupture de vertige, une très belle formule que vous avez utilisée tout à l'heure, cette rupture n'a pas été en vain. C'est-à-dire quand même, j'ai pas quitté la proie pour l'ombre, j'ai quitté quelque chose qui était solide, une belle carrière à l'OCP, j'ai quitté ça, mais j'ai retrouvé une autre carrière qui est tout aussi honorable et qui est consacrée. C'est-à-dire maintenant, c'est un regard extérieur qui dit oui, ce que vous faites n'est pas sans intérêt, ce que vous faites a peut-être quelque chose. Et puis, troisième sentiment, qui vient d'ailleurs après, c'est une espèce de responsabilité. C'est qu'on se dit maintenant que des gens m'ont décerné le Goncourt, le prix Goncourt de la nouvelle, la grande médaille de la francophonie de l'Académie française, une fois qu'on se dit je suis responsable vis-à-vis de ces gens-là, de ne pas les décevoir, de continuer à être ce qu'ils pensent que je suis, donc un écrivain, et une responsabilité vis-à-vis aussi de mon pays, de mes compatriotes, en me disant si je suis distingué à Paris, qui est la grande capitale, ce que dirait Pascal Casanova, de légitimation des écrivains, des intellectuels, si je suis consacré à Paris, il faut que j'utilise cela pour dire quelque chose au nom de ceux qui n'ont pas les moyens de le dire, qui sont attaqués d'ailleurs journellement dans les colonnes de quotidiens parisiens qui n'aiment pas le Maroc ni les Marocains. Et donc cette responsabilité de prendre la parole quand on me la donne, ce qui est le cas aujourd'hui, merci, mais on ne nous la donne pas souvent à ceux qui essaient vraiment de défendre le Maroc, leur pays, en l'occurrence le Maroc. On préfère écouter d'autres gens. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est sur ces dernières paroles qu'on termine cet entretien avec vous, Fouad Laroui. C'était un plaisir de vous avoir comme invité. Merci beaucoup. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.